D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une fan. Depuis que je suis petite, j'ai systématiquement accroché, voire été passionnée par des figures célèbres, avec lesquelles j'évoluais pendant un temps avant d'en trouver une autre. Et cela d'année en année. Si bien qu'aujourd'hui je pense pouvoir réellement baliser le cours de ma vie par ces obsessions. Entre Violetta quand j'étais enfant, toutes les stars Disney Channel, les grandes stars de comédie musicale, Ariana, les Beatles, Bowie, puis la K-pop, Glee, Gaga, bref, j'ai tout fait. Et encore aujourd'hui, même si j'essaye de plus en plus de me détacher de cette image, de ce concept de fandom, etc., force est de constater que dès qu'il y a un artiste que j'apprécie particulièrement qui va par exemple annoncer une tournée, un concert, je suis moi-même très enthousiaste à l'idée de tenter le tout pour le tout afin d'avoir une place. Coucou Tame Impala. Et disons que l'économie de la consommation autour du principe de fandom me quitte quand même peu à peu, ayant déjà depuis quelques temps largement pris connaissance de ses conséquences très négatives. Alors si je vous parle de moi dans cette intro, c'est pas pour vous dire qu'on va parler de moi dans toute la vidéo, mais plutôt de nous en général. Parce que je suis absolument certaine que vous êtes, ou vous avez déjà été, également des fans. Que ce soit il y a longtemps ou plus récemment, si ce n'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, je voulais justement nous interroger. Pourquoi cela semble ne pouvoir échapper à presque personne? Pourquoi en fait on est tous dirigés depuis l'enfance à l'admiration de figures qui sont quand même parfois même fictives. Par souci de temps limité et de journées qui ne font que 24 heures, bon j'ai quand même dû limiter un petit peu le champ d'études. Alors aujourd'hui je vous propose de du coup analyser toute cette dynamique sous 3 champs principaux, notamment la musique et le cinéma et le sport. Ça veut pas dire qu'on va tous les aborder de manière équitable, mais qu'on va essayer de passer un petit peu par chaque catégorie. En essayant de dévoiler les mécanismes profonds du fanatisme culturel. Comment se forge-t-il? Comment il évolue? Quel rôle il joue? Bien évidemment le capitalisme culturel, l'identité collective et la consommation qui vont avec, mais nous allons également voir en quoi ce mécanisme, par-delà sa face très négative, peut peut-être également produire des effets positifs quand des communautés de fans s'unissent pour se mobiliser, protester et tout simplement soutenir une cause. Il va donc falloir quand même qu'on étudie également un petit peu la genèse de ce phénomène, notamment vous allez le voir depuis les années 60 jusqu'à l'essor des superstars médiatiques, puis à l'ère numérique où la fandom devient maintenant globale, instantanée, donc forcément liée aux plateformes, aux algorithmes et à l'économie de l'attention. L'idée c'est de vous montrer que l'attachement à un objet culturel n'est pas un simple caprice individuel en réalité, et qu'il s'inscrit avant tout dans des dynamiques économiques, sociales et médiatiques. Comment dans ces fandoms culturels, les femmes également font souvent l'objet soit d'admiration, mais parfois également aussi d'hostilité, de polissage moral, de contrôle ou de rejet. Pourquoi les fandoms plutôt masculins, dans certaines configurations, notamment sportives ou cinématographiques, adoptent des formes d'exclusion ou de harcèlement à l'égard des femmes. Là je sens que ça va faire mal messieurs. Et donc en quoi justement l'étude des fandoms est un socle extrêmement riche pour pouvoir étudier les rapports de genre, que ça soit dans la communauté de fans ou alors dans la société spectacle plus large. L'idée est donc forcément également de se demander s'il est possible de trouver des moyens de lutter contre tout cela, et plus généralement contre les excès justement du fanatisme culturel, et poser une question très ouverte qui va nous guider toute cette vidéo. Dans un monde qui est saturé de célébrités, d'algorithmes, de marques et donc de fandom, comment peut-on penser une communauté de fans qui serait à la fois inclusive, critique et créatrice, et non simplement consumériste ou délétère? Bon, ça me semble un petit peu déjà évident de revenir là-dessus, mais pour avoir un cadre historique, étymologique un petit peu clair, sur les racines religieuses et sociales de ce qu'est le fanatisme. Avant d'être des fans, les humains formaient des communautés rituelles qui canalisaient leurs affections, leurs passions par des objets sacrés, mais également des héros, des cultes, etc. etc. C'est quelque chose que Emile Durkheim a particulièrement souligné, en montrant que les rassemblements collectifs produisent une effervescence collective. Lors des rites, la foule va se sentir unie, perd donc partiellement son individualité, et va projeter toute sa force sur des symboles, des totems, des dieux, des chefs particuliers. Et c'est cette expérience psychosociale qui va créer des objets sacrés. Des objets sacrés qui font donc lien social par la même occasion. Le fan actuel n'a donc absolument rien inventé. Il ne fait qu'actualiser ce concept en contexte laïque. Cela sur un autre autel, que ça soit un stade, une scène, un écran, mais avec les mêmes intensités d'appartenance. Donc penser le fan comme simple consommateur individuel, en réalité ce n'est pas si correct que ça, puisque cela masque l'aspect profondément collectif de l'attachement. La ferveur, ce n'est pas qu'un simple effet de marché, elle remplit une véritable fonction sociale, même si plus tard, les industries culturelles vont justement exploiter cette propre puissance. La célébrité moderne, elle s'est construite vraiment progressivement, que ce soit avec les vedettes du théâtre et de l'opéra au 19e siècle, ou les idoles pop locales au 20e, puis bien évidemment avec l'avènement du cinéma et des studios hollywoodiens, et donc une véritable production industrielle de stars qui se met en place en parallèle. Le star system hollywoodien, donc on date entre majoritairement les années 20 aux années 50, n'a pas seulement distribué des films, vous le savez. Il a fabriqué des identités publiques, contrôlé des images et donc également orchestré tout un schéma de distance, proximité avec des fans par des publicités, des fan magazines, certains contrats, etc., etc. Les studios encadraient les corps et les vies privées des stars comme jamais ça ne l'a été, et transformaient l'admiration en un produit stable et récurrent. C'est cette même institutionnalisation qui va créer de nouveaux rituels dans l'industrie, comme les avant-premières, les tournées de promotion,
les couvertures de magazines, les autographes. Autant de points de contact qui vont être ritualisés avec le public, qui se pense à présent beaucoup plus proche de certaines vedettes, tout en structurant un lien qui est capable de dégénérer en véritable ferveur. On a donc ici un véritable star system qui va également créer des prêtres, les entreprises culturelles, mais aussi des reliques. Les images, les objets, les chansons, l'adoration devient consommable et reproductible. On arrive un petit peu au cœur de cette vidéo, j'étais absolument obligée, c'était un passage nécessaire, de dédier en fait une partie de cette vidéo à un phénomène culturel particulier, musical. Vous l'avez peut-être vu venir, j'étais obligée en fait. La Beatlemania. You know, really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. In magazine criticism of the music that's being written today. Well, it just kind of like songs about prostitutes and lesbians. Yeah, you really got me now. Wow, what kind of girl is she? She's a nice girl. What kind of girl are you? John's wife. John's wife, 30 minutes. You really got me. You really got me. You really got me. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les Beatles arrivent sur le devant de la scène musicale britannique au début des années 60, ils ne sont pas seulement un groupe de musique. Ils deviennent réellement le point de cristallisation d'un nouvel âge de la ferveur collective. Le mot Beatlemania, déjà, il a été inventé par la presse anglaise fin 1963, et il va marquer le basculement d'un phénomène culturel en véritable fait social. Puisque pour la toute première fois, la ferveur adolescente va acquérir une visibilité et une puissance médiatique d'ordre planétaire. Bon, petit contexte déjà historique et social. La période de l'après-guerre en Grande-Bretagne, elle va voir émerger une génération de jeunes avec un pouvoir d'achat beaucoup plus autonome. Et ces adolescents deviennent une catégorie sociale très identifiable, avec ses propres goûts, ses propres médias, sa propre culture. Le sociologue Simon Fries montre d'ailleurs que c'est la toute première fois dans l'histoire de la culture musicale que la musique populaire va s'adresser directement à une certaine classe d'âge, et non plus seulement à la population en général ou à la famille. Les Beatles, ils arrivent exactement à cette période charnière. Leurs chansons, leur image très joviale, leur accent de Liverpool et leurs coiffures qui sont quand même à l'époque jugées de provocantes, voilà, regardez Ringo vous provoquer, incarnent un tout nouveau modèle de la jeunesse. En fait, la Beatlemania, faut bien le comprendre, c'est une sorte d'insurrection douce. C'est une vraie forme d'émancipation collective à l'époque, mais qui passe par l'enthousiasme. Et vous vous doutez bien que le phénomène n'aurait jamais pris l'ampleur qu'il a eu s'il n'y avait pas eu en parallèle, une véritable révolution médiatique en cours. En 64, leur passage dans le Ed Sullivan Show a réuni plus de 73 millions de téléspectateurs américains, c'est littéralement un tiers de la population du pays. La télévision, puis bien sûr le début de la presse à scandale, les magazines de stars, vont bien sûr amplifier la passion au-delà des frontières britanniques. Et les producteurs, eux, ne s'y sont pas trompés. Le manager du groupe, Brian Epstein, a peut-être compris avant tout le monde le potentiel économique de cette passion collective. Les Beatles vont devenir le prototype du produit culturel total. De la musique, de la mode, des films avec Hard Day's Night ou Help. Des produits dérivés en tout genre, des badges, des perruques, des cartes, des poupées. Et tout cela sous un univers visuel assez cohérent. L'économie du fan moderne, elle est née ici. Et pas mal d'études, d'ailleurs, je vous invite à vous pencher là-dessus, je vous donnerai des sources en commentaire, analysent vraiment la Beatlemania comme le premier moment en fait de l'histoire culturelle qui a vraiment transformé la ferveur affective en outil économique. Le fan devient une ressource qui est exploitable et son amour une forme de capital à la fois symbolique et financier. Donc la Beatlemania, c'est pas seulement une explosion d'émotions comme on a souvent l'habitude de la décrire ou de la montrer avec voilà, des images qui parlent d'elles-mêmes, hein. C'est vraiment une expérience de marché. Les cris dans les stades sont totalement synchronisés avec les ventes de disques et la ferveur devient un indicateur de performance. Je vous invite à vous pencher également sur le concept de capitalisme affectif qui a notamment été développé par Eva Illouz, mais que vous devez comprendre dans ses seuls termes, à savoir que ici il trouve quand même un exemple particulièrement concret puisque l'émotion devient une valeur d'échange. C'est aussi intéressant de se pencher sur le sexisme systémique qui a entouré ce phénomène. Even when I'm 105 and an old grandmother, I love him. And Paul McCartney, if you are listening. Adrienne from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. I saw you smoking before, and I kissed the limousine you looked at him. But I love you and I want you, Paul. Please look at it. And Ringo, you can look at it too, because I like you.
Tandis que les médias masculins ridiculisaient les fans féminines comme les traitant de folles, d'hystériques ou encore d'immatures, les sociologues féministes vont beaucoup plus réhabiliter leur ferveur collective comme une manifestation de puissance collective qui a été refoulée. Les cris, les pleurs, les transes qu'on voit dans toutes ces vidéos dévouées à Paul McCartney, enfin en même temps comment ne pas l'être, sont autant d'expressions physiques d'une subjectivité souvent réprimée. À ce moment-là, les Beatles, ils ne représentent pas du tout un simple objet de désir pour les femmes, mais servent de véritables vecteurs symboliques à une affirmation toute nouvelle de soi. Il y a une historienne qui s'appelle Barbara Ehrenreich, qui a d'ailleurs dit cette phrase que je trouve assez drôle, assez intéressante. La Beatlemania a constitué la première explosion publique de la libido féminine adolescente dans la culture des masses occidentales. Et on parle d'un phénomène qui a eu lieu dans les années 60. C'était hier. Et cette dimension assez politique finalement du fanatisme féminin a souvent été négligée. Parce que dans ces comportements jugés hystériques, on peut y voir une véritable reconquête de ses sentiments, de ses désirs, de son corps, et du cri, une façon de reprendre possession en réalité de son affect. Bon, vous le savez aussi probablement, mais derrière toute forme de fanatisme à ce moment-là, particulièrement pour la Beatlemania, il y a aussi beaucoup de critiques, notamment par une véritable peur du désordre, puisque les autorités britanniques et américaines ont très vite vu également dans les Beatles une forme de menace. On va multiplier les forces de l'ordre autour des concerts, on va parler de danger pour la moralité dans certains magazines, de crise de l'autorité parentale. On rappelle quand même qu'on est dans les années 60, c'est pas n'importe quelle période dans l'histoire du XXe siècle, et beaucoup y voient bien évidemment une préfiguration de la jeunesse contestataire qui va notamment se concrétiser avec mai 68 et tout ce qui va avec, vous connaissez. Bref, une nouvelle conscience contestataire qui en a marre et qui veut rompre avec le conformisme et la discipline. À partir des années 1930-1940, et plus nettement dans la période de l'après-guerre, énormément de penseurs vont analyser comment la culture de masse peut convertir les élans collectifs en marchepied économique. Je vous parle très souvent de ce petit duo déjà de penseurs parce que je les trouve assez brillants et parce que je suis particulièrement intéressée par justement tout le courant de l'école de Francfort. Adorno et Horkheimer, qui en font partie, vont notamment développer le principe, le concept d'industrie culturelle. C'est-à-dire que le divertissement des masses standardise la forme. Il sature les désirs et transforme l'art en marchandise. Et le fan, dans ce cadre, est l'usager d'un produit émotionnel, puisque justement sa fidélité va générer du produit. Que ce soit par des billetteries, par le merchandising, par d'innombrables licences différentes, des rééditions, etc., etc. La culture de masse ne va justement pas supprimer la ferveur, elle la capte, elle la reproduit, et elle la vend. Le capitalisme culturel opère une double pression sur le fan. D'un côté, il va produire des objets d'identification, et donc comme on l'a vu, des lieux, des rituels, et de l'autre, il va imposer des normes de consommation, qui transforment le lien affectif qu'on pouvait avoir à l'origine en relation économique, en relation utilitaire. La dévotion se monétise. Et c'est ce mariage entre logique marchande et aussi logique émotionnelle qui crée également des frictions au sein même, ils le disent, des ferveurs collectives. Bon là en l'occurrence on parle du coup des fandoms, puisque quand l'adhésion devient source de revenus pour une industrie, elle a tout intérêt à créer de l'exclusivité, de l'urgence. Et il y a deux révolutions finales, à la fois techniques et organisationnelles, qui vont transformer cette dynamique historique décrite juste plus haut dans son état qu'on connaît aujourd'hui, son état contemporain. Bien évidemment la médiatisation de masse, qui va vraiment uniformiser les objets d'adoration, et puis l'ère numérique et les réseaux sociaux, qui vont rejeter justement la temporalité des médias de masse. La ferveur doit devenir immédiate, persistante et mesurable, avec des likes, des partages, et vous doutez bien que les algorithmes adorent ça. Puisque ce qui génère de l'enthousiasme, c'est souvent le conflit, l'émotion. Conséquence historique, là où on avait la Beatlemania qui nécessitait une certaine forme de ferveur physique, une présence physique, donc dans les concerts, dans les foules, la fandom contemporaine peut produire la même intensité, mais à distance, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si, comme on l'a vu juste avant, le fanatisme culturel a potentiellement pu servir de forme d'émancipation pour les femmes, d'un lieu où elles pouvaient enfin vivre librement leur passion, et affirmer des désirs collectifs souvent négligés, refoulés, il est aussi vite devenu un terrain très paradoxal, on va pas se mentir. Les femmes y sont célébrées, mais dans les limites assez morales d'un cadre posé souvent par des hommes, un cadre moral et symbolique d'ailleurs, que la communauté, patriarcalement structurée, leur impose. La fandom, c'est vraiment, si vous voulez, un miroir grossissant des hiérarchies sociales. Qu'elles soient artistes, sportives, des personnages de fiction, des personnages réels, ou les fans elles-mêmes, les femmes font l'objet d'un contrôle social intense. C'est un euphémisme. On leur demande d'être admirables sans pour autant être arrogantes, séduisantes sans pour autant être provocantes, et accessibles sans pour autant être familières. Et ce basculement, presque instantané, révèle une forme de propriété symbolique ou morale que certains fans pensent pouvoir avoir sur le corps des femmes et leur esprit, comme si l'artiste leur appartenait. La moindre autonomie féminine, qu'elle soit sexuelle, artistique, peu importe, peut constituer une rupture de contrat affectif. Dans le cas des fandoms masculins, ou du moins dominés par
une majorité d'hommes, donc par une certaine culture in fine de la virilité souvent, cette logique peut également prendre une tournure très agressive. Et les femmes qui accèdent, que ce soit des sportives, des commentatrices, se heurtent à une véritable défense du territoire. Comme l'a conceptualisé Connell avec l'idée de masculinité hégémonique, ces espaces, ils cherchent profondément à conserver une hiérarchie symbolique en excluant celle qui pourrait justement la perturber. Ce n'est pas tant la présence féminine en elle-même qui dérange, mais plutôt la force symbolique qu'elle impose. Celle de la perte d'un monopole de la légitimité. Dans certaines fandoms, par exemple sportives ou cinématographiques ou d'autres sortes, c'est vraiment juste des petits exemples, les réactions très sexistes comme « elle n'y connaît rien, elle n'a rien à faire ici, elle est là pour attirer de l'attention » fonctionnent comme une véritable police du genre. Et ces contrôles-là s'exercent également dans les fandoms considérés comme prétendument féminins, notamment dans la pop culture, et la K-pop. Bon là je déterre des souvenirs, mon dieu, où le rapport entre fans et artistes, notamment féminines, prend une tournure très ambivalente. Vous le savez peut-être, mais les idoles donc coréennes vivent dans un style de vie qui est quand même particulièrement contrôlés. Que ce soit leur apparence, leurs relations amoureuses, leur poids, leur comportement public, tout ça est vraiment évalué, millimétré. Il faut vraiment que rien ne dépasse. Et il y a surtout quelque chose qui renforce tout ça, c'est cette idéologie qui circule et qui est bien évidemment également encouragée par les industries, les grands studios de musique en Corée, celle du fan pur et dévoué, qui donc impose également à ces jeunes femmes une forme d'innocence. Et dès qu'elles vont par, je sais pas, la fréquentation d'un homme, un statut politique un peu plus affirmé, ou une apparence qui est jugée inconvenante, elles vont systématiquement subir un lâchage numérique. Pour avoir été dans ces cercles de fans de K-pop il y a quelques années, je peux vous dire que je n'ai jamais vu des vagues de harcèlement aussi cruelle, aussi forte, aussi inutile et basée sur rien du tout. D'ailleurs, l'une des choses qui m'a largement dégoûtée de tout ça. Et d'ailleurs, pour ces mêmes artistes, que ce soit dans la K-pop ou ailleurs, leur enthousiasme est très souvent, à l'inverse, tourné en ridicule. C'est un double standard qui est absolument vieux comme le monde. La passion masculine pour le sport ou la musique est jugée beaucoup plus noble, et celle des femmes comme étant excessive. J'en parlais avant, mais déjà à l'époque des Beatles, on le voyait très bien. Les journalistes décrivaient littéralement les jeunes femmes avec des termes médicaux. Ils parlaient de contagion émotionnelle, d'hystérie de masse, de désordre collectif. Les cris des adolescentes n'étaient pas perçus comme un langage propre à leur jeunesse, mais comme une pathologie. C'est encore le cas de la manière dont on va souvent parler des fans, je sais pas, d'Harry Styles, de BTS, qui vont totalement hériter de cette même rhétorique. Et dans les fandoms plus masculins, notamment je pense aux jeux vidéo ou alors, je sais pas, le cinéma par exemple de science-fiction, et bien sûr le sport, l'exclusion va prendre des formes beaucoup plus directes. Vous avez peut-être entendu parler en 2014 du Gamergate. Il y a une véritable campagne qui a été coordonnée de harcèlement de jeunes femmes, notamment journalistes, mais aussi développeuses, qui a été faite au nom d'une protection du jeu vidéo, d'une défense de l'intégrité du jeu vidéo. Et qui a surtout révélé comment la peur de la féminisation de certaines sphères culturelles pouvait engendrer une véritable radicalisation numérique. Dès qu'une femme va occuper une place centrale dans un domaine qui est plutôt symboliquement masculin, elle va devenir la cible d'une panique morale et collective. Ce phénomène, comme le montre René Girard avec notamment sa théorie du bouc émissaire, sert en réalité à purger les émotions du groupe. Quand un fandom est traversé par des désaccords, il va souvent chercher un point de convergence pour sa colère. La figure féminine, déjà largement saturée symboliquement de stéréotypes, offre en fait un exutoire parfait. Ici, la misogynie fonctionne comme un véritable rituel d'appartenance. Et c'est là que le fanatisme révélait également sa grande portée politique. Il ne s'agit plus d'un simple excès passionnel, un véritable laboratoire de la société du spectacle, comme dirait Guy Debord. Mais je ne pouvais pas aborder ce sujet sérieusement sans apporter tout de même un petit peu de nuance. Et essayer de comprendre, de rechercher ce qui pourrait potentiellement constituer des éléments positifs dans cette ferveur collective, le fanatisme culturel. Parce que si au fond on s'en tient à la racine du mot fan, donc c'est bien de fanaticus qu'il s'agit, c'est celui qui se dévoue à un temple. Et cette dévotion, aussi excessive puisse-t-elle devenir, reste d'abord le signe d'un attachement, d'un élan collectif, et donc d'une capacité à vibrer ensemble. C'est-à-dire le sentiment d'être emporté par une émotion partagée. On a vu ces dernières années des exemples frappants de fandoms qui réunissaient justement leurs émotions et leur organisation en raison au service d'actions concrètes. Par exemple, en 2020, les ARMY, les fans de BTS, ont levé plus de 1 million de dollars pour le Black Lives Matter, et cela en moins de 24 heures, alors que le groupe avait déjà fait un don similaire. Leur réseau a donc été redéployé pour pouvoir, ici, servir une autre cause que celle d'acheter des albums et consommer un maximum. Mais il serait un peu naïf, on va pas se mentir, de transformer tout cela en apologie, puisque la ligne est extrêmement fine entre engagement et récupération notamment
marchande, puisque toutes les industries culturelles ont aussi compris en quoi toutes ces actions pouvaient servir de véritables carburants à ethos, donc comment capter cette énergie pour la recycler et la rentabiliser. Oui, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on voit une star milliardaire qui fait des allers-retours à peu près tous les 2 jours pour aller en tournée et polluer un maximum, qui exhorte ses fans à changer le monde, tout en signant des contrats publicitaires avec des multinationales polluantes, il est difficile, hein, on va pas se mentir, de ne pas percevoir ici une forme d'ambiguïté, ou l'importance de ne pas seulement se concentrer sur ces petites actions, mais peut-être sur le système plus global, et de cette instrumentalisation orchestrée au service de la production marchande par le système médiatique lui-même. Mais on est d'accord, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que dans un monde comme le nôtre qui est saturé de célébrités, d'algorithmes, de marques et de fans, tout ça, penser une communauté de fans qui soit à la fois inclusive, critique et créatrice, c'est très compliqué. Peut-être que le défi de notre époque, ce n'est pas de cesser d'être fan, mais d'apprendre de quoi et comment on souhaite l'être. Non plus des idoles qui nous reflètent, mais des idées, des gestes, des positions politiques, des créations qui nous relient. Parce que le véritable antidote du fanatisme, ce n'est pas l'indifférence, c'est la conscience.